Bonsoir, bienvenue à Contre-Courant et surtout, très heureuse année à vous. Et soyez assurés qu'en 2005, nous ferons le maximum pour vous présenter les meilleurs films documentaires possibles. À commencer par celui de ce soir, réalisé par Jean-Michel Carré. Il a pour titre Koursk, un sous-marin en eau trouble. Sûrement vous vous souvenez du Koursk, ce sous-marin russe, sous-marin nucléaire, qui a coulé le 12 août 2000. C'était alors le bâtiment le plus moderne de la flotte russe. Un engin grand comme un stade de football, haut comme un immeuble de 7 étages, équipé de missiles dont chacun avait 40 fois la puissance de la bombe d'Hiroshima. Ce 12 août 2000, le Koursk s'apprête à procéder à une démonstration. Il va tirer une fusée torpille capable de se déplacer sous l'eau à 500 km/h, le Kshval. Une torpille classique se déplace à 60 km/h. Et pour cette occasion, les Russes ont invité une délégation d'officiels chinois. On peut facilement imaginer que les Russes essaient de vendre aux Chinois cette arme ultra sophistiquée. Sauf que les Américains sont au courant. Et que les Américains ne peuvent une seconde accepter l'idée que les Chinois, à terme, disposent d'une arme aussi performante. Alors que va-t-il se passer ? 2 sous-marins américains sont présents dans la région, le Memphis et le Toledo. Est-il concevable que le Memphis ait tiré une torpille sur le Koursk ? Et ce 12 août 2000, serions-nous à ce point passés si près d'une guerre nucléaire ? Alors si vous souhaitez en savoir plus, ne manquez pas ce film enquête de Jean-Michel Carré, Koursk, un sous-marin en eau trouble. Très bonne soirée à vous. En mars 2000, Vladimir Poutine vient d'être élu pour la première fois. Son programme réunit fierté nationale, renforcement de l'armée, mais aussi la mise au pas des oligarques. Ces nouveaux milliardaires apparus sous Yeltsin se sont appropriés un pouvoir politique considérable. Comparée avec celle de Gorbatchev et de Yeltsin, cette investiture évoque le sacre des tsars. Après 15 années durant lesquelles la Russie s'est ouverte au monde et à une certaine démocratie, mais aussi à un certain chaos, que va faire Poutine ? Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента Российской Fédération. Poutine s'engage à redonner à cette Russie affaiblie son image de superpuissance acquise durant la guerre froide. 4 mois après son élection, Vladimir Poutine tient parole. Fin juillet, une impressionnante parade de la flotte marque le début des plus importantes manœuvres navales depuis la période soviétique. Selon les termes de Poutine, elles doivent rappeler au monde que la Russie est une force incontournable dans les océans de la planète. Le nouveau président était loin d'imaginer que son avenir politique se jouerait bientôt au fond des mers et que cette démonstration allait faire courir au monde le risque d'un conflit nucléaire. Les manœuvres ont lieu quelques jours plus tard dans la mer de Barents, située à l'extrême nord de la Russie. Elles sont d'une ampleur exceptionnelle, avec des dizaines de navires de guerre, d'avions de combat et de sous-marins. Parmi ceux-ci, le Koursk, dernier né des 10 sous-marins d'attaque nucléaire de la série Ante. Le Koursk était considéré comme le sous-marin du XXIe siècle. Et selon ses caractéristiques militaires et électroniques, c'était le meilleur sous-marin du monde. Les Américains ne l'appelaient pas pour rien le tueur de porte-avions.
D'une surface égale à celle d'un terrain de football, d'une longueur de 154 mètres, de la hauteur d'un immeuble de 7 étages, il regorge d'armements hyper sophistiqués. Ces 24 missiles Granit à tête nucléaire multiples sont dotés d'une technologie d'autoguidage unique au monde. Chacun de ces missiles a une puissance égale à 40 fois celle d'Hiroshima. Ce vendredi 11 août 2000, la première mission du Kursk est de lancer un de ces missiles. L'opération est un succès. Le Kursk possède aussi de multiples torpilles, en particulier des torpilles fusées, les Kshval. Aucun pays n'est parvenu à en percer le secret. Ces torpilles, créées par les Russes, sont capables par un système dit de supercavitation, formant une enveloppe de gaz autour d'elles, d'atteindre des vitesses vertigineuses, plus de 500 km/h sous l'eau, alors que la vitesse habituelle ne dépasse guère 60 km. Les Russes ne cessent de les améliorer. C'est cette arme redoutable qui peut être à l'origine de la tragédie du Kursk. 2 tonnes à 300 miles par heure, c'est une énergie considérable. Imaginez une balle de fusil de 2 tonnes capable de traverser n'importe quel navire, même sans ogive explosive. La rumeur circulait qu'ils allaient tester une nouvelle torpille. J'ai entendu ça 1 ou 2 mois auparavant par nos services de renseignement. Huit jours après sa nomination à la tête de l'État, Poutine signe l'ordre d'arrêter Edmund Pope, un Américain accusé d'acheter les plans secrets du Shkval. Le procès d'Edmund Pope débute fin juillet 2000, 15 jours avant la catastrophe du Kursk. Même si Edmund Pope, ancien des renseignements de l'US Navy, est devenu un homme d'affaires, rien n'empêche qu'il soit une source d'information pour la CIA. Nous avons découvert l'existence des Kshval dans un programme d'échange avec la Russie en 1995. Ils nous ont dit avoir une torpille qui atteignait la vitesse de 500 km/h sous l'eau. Nous étions sceptiques. Nous ne pensions pas que cela était réalisable. Pourtant, ils l'avaient fait et voulaient travailler avec nous pour trouver des applications commerciales. Il achète une partie de ses plans durant la présidence de Yeltsin, où tout pouvait s'acheter, plus ou moins légalement. C'est au cours de mon 27e voyage en Russie que j'ai été interpellé. Edmund Pope est arrêté dans un hôtel par le KGB en possession de documents secrets et en compagnie du scientifique russe Anatoly Babkin, responsable de la construction de ces torpilles. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Avant l'élection de Poutine, la décision avait été prise au plus haut niveau en Russie que lorsque notre homme, Vladimir Poutine, serait président, il montrerait clairement que l'époque Eltsine était définitivement achevée. Comme tout procès d'espionnage, il se tient à huis clos. Edmund Pope est condamné à 20 ans de travaux forcés.